I'm delighted to be with you today on the stand of the Région Île-de-France, immersed in the visual of our studio. Today we're going to take a look at companies using technology to reinvent the services on offer in the real estate sector that's called PropTech. It's a fairly new sector that only emerged 2 to 3 years ago, but which is already paving the way to a bright future. Consumer expectations and practices are changing in the property market, like in all sectors of the economy. Technology is providing solutions at all levels, whether it's in construction, leasing, asset management, or even transactions. But there's a need to accelerate and to move quickly. The housing sector clearly has a significant environmental impact and cannot afford a lack of innovation or to take users or employees into account. So, what challenges does the sector face in terms of structuring or financing? What are the major issues in our society that require innovation and solutions from new technologies? Steps needed to accelerate PropTech? Well, we'll be discussing all these questions with my Gwenaëlle Costa-Levaillant, Data, Digital and Smart Region France Région. Welcome, Gwenaëlle. Welcome. Nabil Mama, who is the CEO of Clay. Welcome. Thank you very much. Sébastien Dupras, CEO of CycleUp. Hello. Welcome. Flatin, partner at Axeleo. Nice to have you here today to talk about PropTech. And now we're going to switch to French for our discussion. Ma première question est pour vous, Gwenaëlle. Alors, on le sait, hein, la région Île-de-France, en matière de cherté des sols, l'espace, bien sûr, c'est une région construire et habiter pour justement mener une réflexion à 360 degrés. Expliquez-nous finalement pourquoi est née cette initiative. Alors, effectivement, le construire, l'habiter en Île-de-France, c'est une des plus grandes ambitions et une des plus grandes nécessités de réflexion en pensée collective. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons constitué ce consortium de plus de 100 partenaires, de manière à vraiment offrir des opportunités aux franciliens, aux entreprises, mais aussi aux collectivités territoriales, de mieux repenser, de préparer l'avenir, d'innover autour de ces questions. Si je dois vraiment résumer très rapidement les grands enjeux d'ici 2030, vous en connaissez une partie, mais je voudrais quand même les ressouligner. Bien sûr. Le premier point, c'est bien sûr la responsabilité environnementale, l'impact en fait de ce secteur sur l'environnement et sa nécessité de se transformer, de se repenser. Le deuxième point, c'est la problématique effectivement foncière et de chaque à pouvoir là où il le souhaite en Île-de-France. Le troisième point, c'est un secteur qui est en tension industrielle et en tension en tant qu'employeur. Et c'est vraiment le sens en fait de notre table ronde ce matin sur toutes les questions financières, que ce soit pour les particuliers, les entreprises en général et aussi les entreprises du secteur. Les capacités financières autour du construire et de l'habiter sont vraiment une question cruciale. Si on explique ça en 3 points, le premier point c'est tout d'abord que c'est un secteur investit peu dans l'innovation et doit mieux se structurer en termes de financement de l'innovation. Je pense que vous aurez une illustration autour de cette table ronde. Le deuxième point, c'est bien sûr, comme vous l'avez souligné, le fait qu'il faut aider tous les franciliens à... Et pour ça, il faut penser de nouveaux modèles en fait, financiers pour aller vers l'installation. Et enfin, comment on fait pour donner à toutes les entreprises du secteur dans la transition environnementale, et je pense notamment aux TPE et aux PME. Nous avons pour les pousser vers l'économie circulaire, pour leur donner l'envie d'agir, en leur donnant aussi la capacité d'en faire un flux financier. C'est vraiment 3 illustrations qui est très vaste et qui repense à 360 tous les usages, depuis l'usager, l'habitant,
industriel. Et pour la région Île-de-France, c'est vraiment un grand plaisir d'être aux côtés de tous ces acteurs, parce que cette question est cruciale et on ne pourra pas construire le territoire et la ville durable de demain sans s'y mettre dès à présent et sans penser la question. Construire et habiter, quels sont les capitaux que vous mettez en place aussi pour cette philosophie? Alors, ce programme, c'est un programme d'environ un peu plus de 300 millions d'euros, 310 millions d'euros, dont plus de 50% sont du financement privé. Vraiment, un point très important, il faut que ça vienne des acteurs. Du coup, ce programme fait aussi partie du programme d'investissement d'avenir pour lequel l'État, via a conféré plus de 92 millions d'euros. Et enfin, un financement public. L'idée, c'est bien de mobiliser l'ensemble de la chaîne, publique, privée, associative, académique, dans un financement sain, parce qu'il ne s'agit pas d'investir pour investir, il s'agit d'investir pour créer, pour concevoir, pour monter des entreprises et des projets qui sont viables sur le long terme. Et je rappelle, parce que je crois qu'on ne l'a pas dit, Gwenaëlle, que le consortium a 2 ans d'existence aujourd'hui. Oui, enfin, aujourd'hui, à l'heure actuelle. Exactement. C'est une aventure qui dure depuis 3 ans, avec 2 ans effectivement de finalisation. Et malgré la situation sanitaire, on a beaucoup d'occasions de se réjouir et beaucoup de réalisations concrètes en 2 ans. Des entreprises qui se sont montées, des levées de fonds qui se sont faites. On va avoir plein de réalisations, des projets. Et si je devais résumer en fait cette aventure, déjà c'est une formidable aventure collective. On est plus de 450 à travailler en fait sur ce projet en temps concret. Et puis c'est véritablement cette philosophie partagée qui est qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut penser usager, qu'il faut penser grands enjeux, qu'il faut faire ensemble et qu'il faut faire de l'intelligence collective. Et les résultats sont là. En moins de 2 ans, en fait, il y a énormément de retombées et de prix internationaux. Et évidemment, on va revenir même plus en détail tout à l'heure sur ces accomplissements déjà qui ont été réalisés. Alors, autour de la table, avec les personnes qui adhèrent à cette philosophie, des membres du consortium, je voudrais avec nous et qui vont pouvoir justement nous parler de ces solutions innovantes qu'ils ont mis en place. On va commencer avec vous, Nabil Mama. Vous êtes donc CEO de Clay, je le disais tout à l'heure. Clay, qu'est-ce que c'est? Une plateforme de micro-immobilier résidentiel. Objectif, raisonner l'accès à la propriété, lutter contre la gentrification, avec une idée, un principe, qui est de rendre l'immobilier fractionnable à l'euro près. Alors déjà, expliquez-nous cette philosophie-là et comment ça fonctionne concrètement. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très ravi d'être ici et d'être membre du consortium Construire au futur, habiter au futur. Alors Clay a pour vocation de libérer le logement. L'immobilier résidentiel, c'est un secteur qui est figé depuis de nombreuses décennies, qui a du mal à évoluer, du mal à bouger et qui traîne en fait beaucoup de casseroles, notamment sociales. Donc on a de vraies problématiques d'accès au logement, d'accès à la propriété, de précarité au logement. Du coup, ce qu'on a voulu faire avec Clay, c'est de changer d'échelle, d'atomiser l'immobilier à l'euro près, donc comme vous l'avez dit. L'idée, c'est qu'on puisse accéder à l'immobilier avec ses capacités financières pour s'y donner accès, soit pour se loger, pour être locataire, en achetant seulement la fraction d'un logement pour avoir accès à un logement qui est du coup partiellement propriétaire, mais également l'accès à la propriété, en permettant aux gens de penser la propriété pleine mais partielle et de pouvoir accéder à la propriété pleine et entière à l'euro près, euro par euro, micro-immobilier par micro-immobilier, jusqu'à devenir pleinement propriétaire. Alors concrètement, on prend un logement par exemple qui a 100 000 euros, vous avez on va dire 10 000 euros d'épargne, je prends des chiffres ronds pour qu'on comprenne bien. Vous allez utiliser votre épargne pour acheter seulement 10 000 euros du logement. Le reste est co-investi, donc acheté avec vous par des partenaires que l'on a, des investisseurs institutionnels. Mais vous avez accès en totalité. Vous êtes le ménage qui est occupant, vous pouvez jouir totalement du bien. Et à chaque instant, à chaque moment, vous pouvez, ce qu'on appelle nous chez Clay, épargner sous son toit. Donc avant, on épargnait, on mettait son argent sous son matelas. Là, l'idée, c'est de le mettre sous son toit. Donc vous prenez vos économies et vous achetez un petit peu plus de votre logement, petit à petit, à votre rythme, sans obligation, jusqu'à devenir pleinement propriétaire. Et ça, c'est une nouvelle forme d'accès à la propriété progressive qu'on propose aux
à tous les Français. Et ça, je le fais comment? En payant mon loyer? Je capitalise en payant mon loyer? Alors, il y a deux choses. Il y a le paiement de l'usage du bien. Donc, si je reprends cet exemple-là, quand vous détenez 10%, et bien vous payez un loyer sur les 90% restants. Et ensuite, c'est un effort d'épargne en fait. C'est-à-dire au lieu de le mettre dans votre livret A ou dans votre PEL, qui ne va pas vous aider tout de suite, là vous le mettez dans votre logement. Vous passez, on va dire, de 10 à 15%, vous réduisez un petit peu plus votre loyer et vous êtes un petit peu plus propriétaire. Et ça, vous le faites vraiment à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est-à-dire que vous pouvez très bien l'utiliser comme une solution afin d'obtenir un logement à Paris. Ça va réduire mécaniquement votre loyer. De clé de proposer également du logement abordable. Également du logement, donc ce micro-immobilier-là, ne varie pas en fonction des fluctuations du marché. Donc ça, c'est un principe que l'on a vraiment dans notre ADN, c'est de lutter contre la gentrification en venant d'un logement et à propriété pleine et entière dans les zones qui sont tendues afin de favoriser la mixité sociale et éviter ces phénomènes de château fort que l'on voit de plus en plus dans nos villes. On a parlé de ceux qui, du coup, deviennent graduellement propriétaires, de favoriser cet accès à la propriété. D'autres acteurs, finalement, parce que quand j'ai 100 000 euros et que je mets 10 000 euros, les 90 000 euros, du coup, au départ, ils sont mis par qui? Qui investit? Alors, ils sont mis par ce qu'on appelle, nous, des collecteurs d'épargne. Donc, on a des acteurs qui ont ce rôle-là, ce sont des investisseurs institutionnels qui vont collecter votre épargne. C'est des banques, c'est des assureurs, c'est des mutuelles. Je vous prends l'exemple d'un de nos partenaires qui est Aviva, qui est un très grand assureur et qui va proposer, en fait, qui va venir investir dans cet immobilier résidentiel à nos côtés, parce qu'on va leur permettre d'investir massivement dans de l'immobilier résidentiel qui est super fragmenté, en fait, super segmenté, avec une solution clé en main pour le faire, de manière massive, mais avec une gestion qui est super granulaire, parce que notre micro-immobilier, il est atomique, lui permettant ainsi d'avoir une gestion complète et super fluide et facile de ses investissements. Et il le fait parce qu'il a des convictions, justement, de pouvoir réaliser un impact qui est social, justement, par cet investissement-là, en accompagnant aujourd'hui des Franciliens, mais également le reste du territoire, et puis après, au-delà des frontières, des ménages qui souffrent de mal logement, qui ont du mal à trouver de logements abordables et qui ont du mal à accéder à la propriété. Et c'est dans cette volonté-là qu'ils s'associent à nous dans cette aventure. Aujourd'hui, vous en êtes où chez Clay? Et puis, quels sont les enjeux? Puisqu'il y a du B2B, du B2C. Donc, dressez-nous un petit panorama, s'il vous plaît. Alors, avec Clay, on a beaucoup travaillé en B2B. Mais il faut savoir que le secteur de l'immobilier, c'est un secteur qui est pas facile en fait à bouger lorsqu'on n'a pas les bons contacts, les bonnes personnes en face de nous, le bon persona comme on dit en fait dans le milieu startup. Mais globalement, donc on a beaucoup travaillé avec des bailleurs sociaux qui ont devant des vraies problématiques vis-à-vis de l'accession sociale à la propriété de leurs locataires. Ça n'a pas forcément réussi. Avec certains, ça marche beaucoup mieux avec d'autres. Donc en fait, il y a vraiment ce souci de pouvoir faire intégrer l'innovation au sein des acteurs de l'immobilier, qu'ils commencent à concevoir que la création de valeur dans le futur, ça se fera en la partageant, cette valeur, avec des acteurs qui sont peut-être plus agiles, qui vont permettre de résoudre certains problèmes qu'ils ne peuvent pas faire encore aujourd'hui, mais pour leur permettre d'acquérir de nouveaux marchés, de mieux satisfaire leurs clients, de mieux satisfaire leurs bénéficiaires. Et du coup, aujourd'hui, on essaie un petit peu également de s'élargir du côté B2C, justement, afin d'aller directement au contact du bénéficiaire et de lui proposer la solution clé en main à lui et qu'il puisse se l'approprier pour, de manière autonome, trouver sa solution vis-à-vis de son logement directement en les aidant pour le trouver. Alors, intégrer l'innovation auprès des acteurs de l'immobilier, on va parler CEO de CycleUp. Qu'est-ce qui se passe? CycleUp, c'est né d'un... Les PME ne se mettent pas facilement à l'économie circulaire. Or, il y a, on le sait, des déchets dans la construction, des surplus aussi parfois. Propose finalement de valoriser tous ces éléments de construction avec une idée qui est que ce soit gagnant-gagnant pour ceux qui vendent et pour ceux qui achètent. Donc expliquez-nous, Sébastien, la philosophie et puis concrètement comment ça fonctionne. Merci Nathalie. Alors de manière très simple, le secteur de l'immobilier, il est à la fois dur à bouger, comme le disait Nabil, mais en même temps, il a d'immenses défis devant lui. Et il ne pourra pas faire l'impasse, comme un élève qui éviterait de réviser une matière au bac. Non, il n'y a pas d'impasse possible sur la question du climat, parce que le réchauffement climatique est un défi pour le bâtiment, qui est un gros facteur d'émission.
Sur la question des déchets, le secteur est champion de France en termes d'émissions de déchets. Hein, c'est 50 millions de tonnes chaque année. Et ça pèse sur les finances publiques, sur les collectivités, sur l'environnement. Bien sûr. Puis il y a un troisième, c'est celui des ressources. On le voit, il suffit qu'un pangolin s'enrhume à Wuhan ou qu'un cargo rate son créneau dans le canal de Suez. Et on a des difficultés à trouver des ressources, à générer des flux économiques. Et donc il y a une grosse sensibilité aux matériaux qui viennent de loin parfois et qui pèsent lourd dans l'économie d'un projet. Et donc finalement, si on prend ces trois sujets, qu'on les agrège, il y a une solution qui s'impose au secteur. Vous avez déjà acheté une voiture d'occasion, vous avez peut-être déjà acheté des fringues d'occasion, un téléphone d'occasion. Absolument. Mais par contre, acheter des matériaux de construction d'occasion, c'est une pratique qui est très très rare. Et donc nous, on a développé une solution qui est à la fois digitale et servicielle, qui permet, depuis l'appli de diagnostic pour identifier les gisements et les matériaux et les surplus, jusqu'à la marketplace pour organiser les ventes, le calcul des économies carbone, la garantie des produits, et puis le BIM, la fameuse maquette numérique pour imaginer massifier en grand auprès des grands acteurs. Et ben, on permet de suivre, de piloter et d'accompagner le réemploi et l'économie circulaire pour ce secteur qui est un peu compliqué. Aujourd'hui, il y a qui sur votre marketplace? Alors il y a plus d'un millier d'entreprises utilisatrices. On fait des ventes quotidiennement, plusieurs fois par jour, de milliers de matériaux. La difficulté, c'est que le secteur il se caractérise par des géants mondiaux qu'on connaît tous, qui construisent des ouvrages magnifiques aux quatre coins du monde, et puis des réseaux de PME et d'ETI qui ont des difficultés de trésorerie, des problèmes de logistique, de stationnement, d'emploi, de formation. Et donc ce qui est intéressant pour l'instant, c'est que notre solution elle s'adresse à ces deux secteurs. On a à la fois des PME qui viennent valoriser des retours de chantier ou acheter des matériaux moins chers, parce que l'économie circulaire, c'est aussi une solution économique pour restaurer leurs marges. Qui viennent chercher de la RSE, de l'insertion, du bas carbone, parce que ce sont les défis que leur posent les grands donneurs d'ordre immobiliers. Vous venez de mentionner l'insertion et justement, c'est très vraiment de Cycle Up, puisque Cycle Up veut créer une digitale et puis l'économie réelle, parce qu'on n'est pas que des geeks en fait. Exactement, c'est quand on... Ah. Allô. Ah, ça y est. Donc on n'est pas que des geeks et il y a des gens qui travaillent en fait et à qui vous donnez du coup de l'emploi. Je vois que tu as retenu cet échange de préparation entre nous. Absolument. En effet, quand on parle de solutions digitales, souvent on imagine une économie virtuelle complètement éloignée du réel. Nous, concrètement, on vient d'ouvrir un entrepôt en région à Saint-Ouen avec des acteurs en insertion, avec notre partenaire ARS. Le défi, c'est vraiment l'inclusion, l'insertion, la formation, parce que cette transformation du secteur qui est compliquée, eh ben, elle nécessite de prendre depuis les écoles d'archi, d'ingé, depuis les compagnons qui doivent être formés à ces nouveaux métiers, du diagnostic, du reconditionnement. Et donc, on commence par une plateforme digitale, un truc de geek avec du BIM, des applis mobiles, mais à la fin, ça se traduit par des palettes, des garçons et des filles qui reconditionnent les matériaux, qui les transportent, qui les déposent. Et ce sont des vrais emplois sur les territoires. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables. L'économie de la construction, c'est une économie éminemment locale, avec un potentiel d'emploi qui est important. Et donc nous, on lance une expérimentation forte à Saint-Ouen en ce moment. Et l'objectif, après, c'est de démultiplier ça en ayant la possibilité de créer un maillage d'acteurs du reconditionnement et donc de combiner une économie numérique qui voit loin, qui fait des promesses sur le carbone et sur la sobriété, mais aussi avec des créations d'emplois locaux et des parcours de qualification. On le voit, deux projets vraiment qui innovent, bien sûr, mais avec aussi derrière une grande dimension sociétale. Mathias Flatin, quel regard, on va parler évidemment d'Axeléo, mais avant ça, quel regard vous portez sur les deux projets, donc de Nabil et de Sébastien, parce que c'est vrai qu'ils illustrent une caractéristique assez forte de la PropTech, les facteurs exogènes qui poussent à se transformer, qui impulsent cette innovation. Oui, exactement. Donc, merci pour l'invitation déjà, au nom d'Axeléo. En fait, ces deux sociétés sont à l'image de la thèse que nous, on a vendue à nos souscripteurs et à la région Île-de-France qui nous a rejoints dans le fonds. Au moment de la création du fonds et du début de ce projet il y a 2 ans, cette thèse, elle est simple, c'est que finalement, les startups
finalement rien n'a été fait. Et quand on était il y a quelques années une start-up, c'était très difficile d'innover dans ce domaine à cycle long. Une start-up, c'est des cycles courts, c'est du digital, c'est de l'agilité, c'est face à l'immobilier, c'est de la pierre, c'est des cycles longs. Voilà. Donc il y a un pont à construire entre les deux et il faut trouver des prétextes pour que ces deux acteurs se parlent, travaillent ensemble, alignent leur productivité des acteurs de la construction, de l'immobilier. On ne peut pas utiliser de l'Excel, on ne peut pas utiliser du papier et du crayon, à l'heure où on a une démographie qui est explosive en France, au niveau mondial, et qui nécessite de construire plus vite et de manière plus saine, en fait, parce que actuellement, de l'immobilier, on a des enjeux sanitaires, on a des enjeux sociaux, on a des enjeux environnementaux. Très important qui nécessite d'avoir recours à l'innovation pour rendre l'immobilier scalable, en fait, industrialisable. Et vous aidez donc ces startups avec Axeléo, créé en 2000. Vous êtes à la fois venture capitaliste, puisque vous êtes investisseur, et vous êtes aussi accélérateur de startups. Donc vous accompagnez des entreprises qui sont très jeunes, puisque vous êtes sur du seed. Et aujourd'hui, il faut le dire, vous êtes sur le top 20 mondial, signe qu'il y a beaucoup de choses à faire. Quels sont, Mathias, vos critères d'investissement ? Oui, exactement. On est dans le top 20 mondial alors qu'on est le premier et le seul cette thèse d'investissement, que c'est que le début. Pardon ? En moins d'un an. En moins d'un an. En moins d'un an, oui, mais on est encore un tout fond. On est déjà top 20, donc Petit fond, ça grand montre avenir. que c'est le début. Voilà. Et donc par rapport à ça, Par rapport à vos critères, du coup, nos qu'est-ce que vous critères regardez ? sont assez simples. On cherche, comme tous les venture capitalistes, des entrepreneurs qui vont faire preuve d'une résilience énorme, encore de se heurter à un opérateur malgré tout. Et puis on cherche aussi, parce que c'est notre thèse, des gens qui viennent régler des problématiques, justement. Des problématiques on a d'autant plus besoin de changer quand il y a un enjeu environnemental. Et puis quand il y a d'autres forces, il y a des situations qui paraissent, qui sont assez fortes, par exemple sur le recyclage des matériaux, et qui sont essentielles pour inciter tous ces acteurs à se transformer. Donc voilà, c'est ces facteurs sociaux, environnementaux, réglementaires, sanitaires, démographiques, qui pour nous poussent ce monde-là de la construction à se transformer. Et donc on essaie de trouver des fondateurs qui sont capables de comprendre ça, de se positionner avec le bon time to market. L'enjeu finalement, c'est pas d'avoir raison, c'est d'avoir Au bon moment. Et ça, c'est peut-être le problème qu'avait la PropTech par le passé et qu'on est en train de résoudre, parce qu'il y a un peu plus d'écoute de la part des acteurs traditionnels, des grands leaders de l'immobilier aujourd'hui. Gwenaëlle, donc on a dit construire et habiter, 2 ans d'existence maintenant. Mathias vient de nous expliquer qu'on est dans une période assez favorable, liée à différents facteurs, avec des acteurs qui se parlent aujourd'hui. Comment est-ce que naît l'émulation ? Quel regard finalement vous portez, vous, après ces 2 ans d'existence, sur tout ce qui a été accompli et qui peut illustrer justement cette nouvelle dynamique, ces changements qui sont en cours ? Alors, plusieurs illustrations. Déjà, le premier point, c'est que des collectivités territoriales font le pari de l'innovation et vont chercher des startups, des petits acteurs, vont faire de l'économie circulaire sur leur site. À mon sens, quand les grands donneurs d'ordre et la commande publique s'orientent en fait vers le système innovant, c'est déjà qu'on a passé un énorme... Le deuxième point, c'est qu'on n'a pas du tout la même appétence en 2020-2018. Quand on a constitué le consortium, on était progressiste, enfin vraiment, c'était pas non plus en fait aussi facile et fluide que ça. Donc un changement en fait du marché. Un troisième point, c'est que il y a une nouvelle tranche du programme investissement d'avenir qui se lance à l'heure actuelle. Et la grande stratégie sur plusieurs centaines de millions d'euros, presque 1 milliard, est sur la ville durable. Je pense que c'est vraiment l'illustration que ce thème qu'on a porté, parce qu'on pensait qu'il était important, devient une réalité en fait de l'économie française. Et l'Île-de-France, l'ensemble des entreprises franciliennes a vraiment une carte à jouer, bien sûr en France, en Europe, mais à l'international. Et c'est sur ça que j'aimerais vraiment insister, c'est qu'il y a une philosophie, une pensée européenne autour des données, autour de la résilience sociale, autour de la résilience environnementale, qui est une carte internationale, en fait, un avantage compétitif que n'ont pas nos concurrents,
je pense qu'on peut vraiment faire de très grandes choses si on arrive à s'associer en consortium. Si on arrive à créer en fait des chaînes de valeur complètes qui se connaissent avant pour avoir déjà travaillé ensemble, pour aller remporter de grands deals en Asie, en Amérique, en Afrique, en Amérique du Sud. Et il y a aussi cette recherche d'effets démultiplicateurs, Tout à en fait. Ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors déjà, le premier point, c'est qu'on cherche à monitorer cet effet démultiplicateur. C'est un truc très simple, mais si on cherche à calculer des choses, généralement, en fait, on les voit mieux. Donc c'est le premier point. Et je pense que ça aussi, c'est une preuve en fait de la maturité du marché. C'est qu'au départ, en fait, on investit dans une innovation en général et puis on attend de voir ce qui se passe. Là, on n'est déjà plus dans cette phase-là. On en est à monitorer quel est l'impact en fait réel sur l'économie, sur les finances, bien entendu, sur l'emploi. Ça, c'est un point qui me semble très important. Je ne vous dis pas que c'est facile de monitorer. Je dois avouer que malheureusement, il y a beaucoup trop de fichiers Excel dans ma vie. Mais il n'empêche que cette recherche en fait, de rendre concret l'impact me semble fondamentale pour la poursuite de nos affaires. Parce qu'on ne peut pas faire de l'innovation qui n'est pas efficiente économiquement, mais aussi socialement et environnementalement. On ne peut pas juste en fait, investir dans l'innovation, on doit investir dans du concret. Et le deuxième point, c'est que du coup, cet effet multiplicateur est reconnu autant par les usagers que par les acteurs publics, privés, académiques et associatifs. Et cette reconnaissance, ça donne la capacité à agir plus en équipe. Et je pense qu'il faut vraiment constituer une équipe Île-de-France, une équipe France, pour aller en fait investir ce sujet en Europe et à l'international. Nabil, sur les grands enjeux de la PropTech, on a compris qu'on est à un moment charnière, qu'il y a de nouvelles ouvertures qui sont possibles, de nouveaux partenariats, une écoute, un intérêt. Quels sont, à votre avis, les enjeux d'avenir et ceux auxquels, du coup, Clay va devoir répondre aussi? Je dirais qu'il y a deux principaux enjeux. Le premier, c'est qu'il faut que les acteurs de l'immobilier, dans toutes ses formes, dans toutes ses verticales, que ce soit dans la construction, au logement, au commercial, etc., doivent apprendre à créer en fait, des périmètres d'innovation au sein de leur structure afin de fournir de la respiration pour que l'innovation se crée, pour que des tests se fassent. Les startups sont là pour ça, justement. Elles sont là pour faire des tests, pour prendre des risques, pour faire de la R&D concrète, appliquée, pour permettre de créer de la nouvelle richesse, une nouvelle valeur. Et du coup, ça m'amène à mon deuxième point, c'est justement la création de valeur. La création de valeur en 2021, en 2025, en 2050, elle va être partagée. Il est nécessaire que tout le monde l'entende, donc là je fais un appel littéralement à n'importe qui, de comprendre que la création de valeur, elle est nécessairement partagée. Elle est partagée entre tous les acteurs qui sont là pour y contribuer, mais elle est également partagée avec la société, qu'elle soit civile ou commerciale, ou bien même les administrations. Elle est partagée avec l'environnement, elle est partagée avec contribuer à sa création là. Et si en fait on a un capitalisme en fait dans le futur, de nouveau un renouveau, si cette notion-là de création de valeur partagée n'est pas réellement appliquée littéralement dans l'ensemble des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Sébastien, vous partagez l'analyse que nous livre Nabil? Et son micro aussi. Je vais même la partager avec son micro. On disait la tech, on est ici au climax de la tech, je veux dire Vivatech, c'est ça, on célèbre la techno, mais la techno, s'il n'y a pas de sens, elle va mourir. Je veux dire, concrètement, elle devient un gadget. Et donc, ce qui est intéressant dans ce qu'on évoque ici, c'est l'idée qu'il y a un sens profond, un sens collectif, un sens de création de valeur sociale, de création de valeur environnementale et de création de valeur économique. Hein. On n'est pas des babacools, enfin peut-être, mais en tout cas ça ne se voit pas. Et l'objectif, c'est vraiment que la création de valeur, elle amène du sens, des emplois. Et ce que je trouve intéressant, c'est aussi le secteur qui longtemps a cornérisé les startups dans un champ de l'investissement et de l'innovation. Moi, je ne suis pas une startup. Moi, je suis une entreprise. Et l'objectif, c'est de créer de l'économie. Je cherche des clients. Je fais des projets, je construis des logements, et finalement, le caractère investissement, soutien financier, sponsorship, c'est super sympa, mais en fait, il faut que ça s'ancre dans l'économie réelle. Et les boucles entre la partie innovation et l'implémentation dans les modalités réelles de fabrication de la ville, c'est quelque chose qui doit accélérer, et le programme qu'on est en train de vivre avec la région est vraiment un programme qui fait ses passerelles avec le monde réel, des clients, des projets, et c'est ça qui est intéressant. Merci Sébastien. Mathias, on a parlé beaucoup de la situation évidemment ici en Île-de-France, en France aussi.
Un regard peut-être sur prospectif, mais plus large, sur cette PropTech au niveau mondial. Qu'est-ce que vous qui êtes amené à être aussi en contact avec de nombreuses entreprises, à l'étranger, peut-être d'autres fonds aussi, qu'est-ce que vous observez finalement comme mouvement? Oui, donc c'est vrai que c'est intéressant de regarder. Nous, on regarde à l'échelle européenne. Grosso modo, on estime qu'il y a en Contech, PropTech, à peu près 3200, 3300 sociétés à peu près identifiées. Sur les 11 derniers mois, on en a regardé 1700. Et sur ces 1700, on s'aperçoit qu'il y a des arbitrages très intéressants à jouer entre les marchés. L'immobilier et la construction sont constitués de marchés hyper locaux, clusterisés, avec des acteurs très puissants, mais souvent très locaux. Et on a des écarts de maturité vis-à-vis de certaines problématiques, vis-à-vis du BIM, vis-à-vis de la production autonome énergétique, vis-à-vis de sujets d'avenir technologique sur lesquels, quand on est une start-up française, ça peut valoir le coup d'aller voir ce qui se fait à l'étranger, peut-être justement pour se rapprocher de son time to market. Et à l'inverse, on a une attractivité avec ce fonds français, avec ses partenaires français. On représente un des plus gros marchés européens dans la construction, dans l'immobilier. On a les leaders, certains des leaders mondiaux sont français dans ce domaine. Donc on a aussi une attractivité assez forte avec ce fonds et avec notre économie française, nos projets Région Île-de-France, Grand Paris, qui est très intéressante aussi pour ces acteurs dans lesquels on investit en Europe, pour les aider à venir en France, à apporter leur technologie, leurs innovations. Donc on essaie d'être conscient de ces arbitrages et de jouer avec, en tout cas de les optimiser à des fins d'innovation. Pour que soient démultipliés aussi ces projets et pour optimiser, en effet, comme vous disiez, Mathias. Merci beaucoup à tous les quatre de nous avoir expliqué aujourd'hui vos enjeux vis-à-vis de la PropTech et les enjeux plus globaux de la PropTech. Thanks for the four of you for joining us this morning here at the studio of the Région Île-de-France. In this magnificent environment, we are surrounded by nature, and space is a subject that interests us all, individuals, we've understood it, entrepreneurs, but also artists, associations. So PropTech means innovation for the benefits of all. And if you want to know more, just come and visit us here at the stand of the Paris Région Île-de-France. Have a very nice afternoon. Bye.